Bonjour, Monsieur Mbeko. Bonjour Philippe. Merci beaucoup de nous accorder un peu de temps pour parler de géopolitique. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'actualité, finalement, de différents pays africains dans lesquels il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps. Et je voudrais qu'on commence peut-être par les pays de l'AES, dans lesquels on a assisté, notamment au Burkina Faso, à une prolongation du mandat de la transition de 5 ans et un changement de statut pour le dirigeant, Monsieur Traoré, qui passe du président de la transition à président de la République. Qu'est-ce que ça t'inspire, sachant que dans le même pays, les partis politiques, en ce moment même, de l'opposition en tout cas, ne peuvent plus exercer? Moi, je pense que ça va apporter beaucoup plus de problèmes à l'avenir. Euh, Dès le départ, c'était ma crainte. Je crois qu'on a eu à faire des émissions par le passé, notamment sur le Mali, et j'avais dit il faut analyser la posture de ces militaires-là dans la durée. Et que le fait que le capitaine Traoré troque sa tenue de président de transition pour président permanent, entre guillemets, si l'on veut, et qu'ils se disent ouverts à être candidats aux prochaines Tout à fait. élections, moi, ça me laisse dubitatif et j'ai bien peur qu'il ne succombe au goût du pouvoir, parce que le pouvoir est très dangereux. Je le dis très sincèrement, je sais qu'il y a certains de nos frères africains vont dire non, c'est pas ça, mais il faut faire extrêmement attention parce qu'on a déjà eu à voir ça par le passé. Des gens qui sont arrivés et qui avaient des très bonnes intentions et qui ont fini par être absorbés par la réalité du pouvoir. Et le pouvoir, je le dis encore une fois, est quelque chose de très complexe et de très dangereux si on ne sait pas le gérer. Et moi, Ce je serait quoi le crois, danger qui s'éternise au le pouvoir? danger est qu'il s'éternise, mais surtout qu'il se laisse absorber par les réalités du pouvoir. Parce qu'en Afrique, on sait qu'on a beaucoup de courtisans, mais au-delà de cela, il y a aussi tout ce que procure le pouvoir en termes d'aisance matérielle et tout le reste. Et donc, on peut faire des discours, mais c'est dans l'action, c'est dans le comportement, c'est dans les agissements qu'on va trancher. Et de mon point de vue, ça sent mauvais pour moi, je peux me tromper, j'aimerais me tromper. Mais Mais pourquoi je ça peux sent vous dire que mauvais ça quand sent on sait mauvais que parce que si les dirigeants ils élus sont démocratiquement sont arrivés, restés là des non, le années? problème n'est pas d'avoir des dirigeants élus démocratiquement ou pas. Le problème, c'est d'abord de respecter sa propre parole. Ils sont arrivés au pouvoir pour mettre un peu d'ordre, remettre un peu d'ordre et s'en aller. C'est ce qu'ils nous ont fait comprendre au départ. Oui, C'était ça la réalité. Et moi, j'ai toujours eu, je me méfie des gens qui ne sont pas capables de respecter leur parole. Et quand je vois ça, je me dis, ça risque de mal se passer parce que je le vois aussi au Mali. Donc, et vous remarquez d'ailleurs que, et ça, c'est un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup, mais ils sont des pays qui sont aussi traversés par d'énormes tensions intérieures. Et ça peut ouvrir la voie à toute forme de déstabilisation. Et on risque de revenir à la case départ. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, je crois qu'un grand leader crée les conditions gagnantes pour son pays. mais est-ce qu'en 2 ans ils peuvent Et le faire? Pardon, ils Est-ce qu'en auraient pu le 2 ans ils faire. peuvent le faire? Non, je dis, ils auraient pu le faire. Après, c'est vrai que la tâche est énorme, mais il faut créer les conditions. Mais moi, quand je vois le capitaine Traoré dire que je serai candidat à l'élection, je comprends très bien qu'on n'est plus là. C'est quelqu'un qui veut aussi, il commence à prendre goût au pouvoir, il veut y rester. C'est ce que je Mais vois. parce qu'ils voient que sa présence apporte du résultat. Non, il faut qu'on enlève ça. Nous, les Africains, il faut enlever ça de notre tête. Vous voyez pourquoi est-ce que sur le continent africain, même ailleurs, nous ne sommes pas capables de construire et de bâtir dans la durée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, regardez nos partis politiques, vous mettez en place un parti politique, vous disparaissez avec votre parti. Ou si vous êtes neutralisé, vous évanouissez avec votre parti. Pourquoi? Parce qu'on ne crée pas, on ne bâtit pas pour la postérité. Aujourd'hui, moi, je crois que les militaires pourraient bien, comme l'a fait, Jerry Rawlings l'a fait, mais c'était un autre contexte. Il faut créer On aime les bien prendre conditions. Jerry Rawlings en Oui, exemple. mais c'est un autre contexte. Il faut créer les conditions gagnantes du pays. C'est-à-dire que nous sommes là pour remettre de l'ordre. Si c'est 5 ans, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils disent, bon, on va prolonger la transition de 5 ans, mais moi, je ne veux pas me présenter. Moi, ça allait m'envoyer le message que, il va tout faire pour laisser le pays dans une situation de stabilité qui va permettre à son successeur de continuer la tâche ou de continuer la mission. Mais quand il me dit que lui-même va se représenter, j'ai des doutes forts. Je doute que la situation est Tu pour ne le crois mieux. pas en l'homme providentiel? Je ne crois pas en l'improvisation. Regardez ici. Vous avez des partis politiques ici
qui existe, ça fait des décennies. Oui. Les hommes arrivent, ils partent, le parti reste. En fait, la structure reste. Pourquoi? Parce que il y a derrière tout ça, il y a une idéologie. Ce sont des idées. Ce ne sont pas des... Oui, ce sont des individus qui mettent en place Qui des incarne, idées, ouais. qui incarnent des idées, mais il y a une structure qui reste. C'est ça la différence avec nos pays. On arrive au pouvoir en affirmant vouloir tout changer, en affirmant vouloir changer des choses, et au final, on reste. Moi, ça m'inquiète. Moi, le simple fait que le capitaine Traoré dise qu'il va se représenter, c'est ça qui m'inquiète. Ça veut dire qu'il commence à prendre goût au pouvoir. On peut dire tout ce qu'on veut, mais ça va arriver. Et je crois vous l'avoir dit, Philippe. Si allez révisionner l'émission qu'on a faite, c'était sur le Mali à l'époque. J'avais dit, observez le comportement de ces militaires-là. À l'époque, il y avait le coup d'État en Guinée aussi. J'ai dit, observez leur comportement. Ils vont finir par adopter le même comportement que les civils au pouvoir, tout en étant des militaires. Et c'est ce que nous allons observer. J'aimerais me tromper, mais je pense que nous allons observer cela. Et ça se fera au détriment du Burkina Faso. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de volonté de changement. Ça veut simplement dire qu'il y a des comportements, il y a des tares qui ont la peau dure dans nos pays. Qu'est-ce que tu dis à ceux qui disent que tu combats la transition avec de telles idées? Tu ne comprends Je pas ne le bien combats fondé pas. de Moi, leurs actions. ce n'est pas la Tu transition. préfères qu'on reparte avec une... Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Faire une élection? On sait que les élections sont biaisées. Sans biaiser par qui? Je ne sais pas, par ceux qui les Vous organisent. dites que ceux qui disent que les Par ceux qui les élections sont organisent. biaisées, par ceux qui les organisent. Oui. Est-ce le cas au Sénégal? Le Sénégal, On avait un tyran fort. En fait, la vraie question aujourd'hui pour nous, population d'Afrique subsaharienne, c'est de nous donner des institutions que nous soyons capables de respecter. Nous ne respectons pas nos propres textes. C'est ça la réalité. Et les autres profitent de notre manque de sérieux pour avancer leur propre carte en fonction de leurs intérêts. C'est tout. Quand on dit que oui, la France cautionne des coups d'État ou des coups d'État constitutionnels, c'est vrai, mais ce sont les Africains qui font de ces coups d'État. Il ne faut pas l'oublier. Donc nous devons être capables à un moment donné de respecter nos propres textes. Moi, quand j'ai vu ce qui s'est passé au Sénégal, malgré tout ce que j'avais contre le président Macky Sall, je me suis dit, voilà un homme qui a quand même, au final, pensé à son pays. Je ne le soutiens pas, l'homme, mais l'acte qu'il a posé, pour moi, C'est inspire le respect parce qu'il laisse un pays quand même debout. Maintenant, il appartient au nouveau président et à son premier ministre, Ousmane Sonko, de continuer la tâche, de sortir le pays de sa calamiteuse situation, selon eux. C'est ça qu'on attend aussi dans nos pays. Malheureusement, on ne le fait pas. Et on doit avoir le courage de nous regarder. On peut ne pas aimer ce que font les autres, mais nous devons être capables au moins d'être responsables par rapport à notre pays ou à nos pays. Non, on pourrait te dire que même si le président français Emmanuel Macron veut se maintenir au pouvoir en France, il ne peut pas. Mais oui, il peut pas. Macky Sall, s'il voulait, il pouvait. Mais c'était pas évident. On est en train on est en train de dépendre ici de la bonne volonté. Oui, mais vous savez, Philippe, on est dans le si. Mais la réalité est que Macky Sall n'est pas là. Il est parti. Et celui qui a pris le pouvoir était 10 jours auparavant en prison. Oui. C'est quand même ça qui me parle. Ça me parle beaucoup plus qu'un capitaine qui a prétendu vouloir une transition de 2 ans, qui a laissé entendre qu'il travaillait pour laisser le pouvoir aux mains des gens responsables, laisser le pays dans une situation de stabilité et qui décide par la suite lui-même de se représenter. C'est que le Sénégal me parle beaucoup plus le Burkina. Et pourtant, j'ai beaucoup de respect, beaucoup de considération pour le capitaine Traoré. Mais s'il y a un conseil que je peux lui donner, c'est de ne pas se représenter, mais de créer les conditions gagnantes pour son pays. Il restera dans l'histoire. Je vous dis, il faut se méfier du pouvoir. Il faut se méfier du pouvoir. Le pouvoir est très dangereux. Tu as commencé à aborder le Sénégal, donc on va faire la parenthèse. Qu'est-ce que tu penses des premiers mois au pouvoir du Dio Sonko Diomaye Faye? Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'avis là-dessus. Je pense tout simplement qu'il est en train de prendre sa place, mais surtout de prendre conscience de ce que c'est le pouvoir. Là, en étant président, il a accès à des informations. Il fait face à des réalités auxquelles il ne faisait pas face quand il était dans l'opposition.
D'où la posture qu'on peut observer de sa part. J'ai vu des gens le traiter de vendu, de je ne sais quoi. Je pense que ceux qui le font n'ont jamais dirigé un quartier. Il faut être humble. Non, je vous dis sincèrement, nous devons être humbles. Diriger un pays n'est pas facile, surtout pas un pays important. Dans un monde globalisé où les enjeux sont extrêmement importants et où l'Afrique aujourd'hui revêt une importance particulière aux yeux de grandes puissances qui se font la guerre dans certains d'autres théâtres d'opération, de conflits. Donc, je crois que on pourra bien le juger, moi je crois, dans quelques mois. Pour l'instant, c'est encore très tôt. Il est arrivé au pouvoir il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Il doit prendre ses marques, il doit asseoir son pouvoir parce qu'il ne faut pas oublier quand même que ceux qui sont là dans l'appareil sécuritaire, dans l'armée, ce sont des gens qui ont été placés par son prédécesseur, qui avaient une autre façon de voir et de faire les choses. Donc, eux, Sonko et son premier ministre, le président Bassirou, doivent prendre leur marque, s'installer et puis asseoir leur pouvoir convenablement pour prendre certaines décisions qui s'imposent en fonction des intérêts du Sénégal. Mais les traités de tous les noms d'oiseaux maintenant, c'est quand même C'est un très peu tôt. tôt. On a vu justement le président sénégalais faire le tour, finalement, un grand tour de de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest. Et certains craignent qu'ils y mettent trop d'énergie parce qu'il semblerait que finalement aujourd'hui le Sénégal veut jouer le rôle du réconciliateur entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO. Et donc maintenant il est en train de faire un tour après la Côte d'Ivoire, le Nigeria, il va vraiment rencontrer le Ghana et tous lui tiennent le même discours à peu près par rapport à l'AES, qui est un discours de tout faire pour essayer de les ramener à la maison. Mission d'ailleurs qu'ils ont acceptée, hein, puisque quand ils sont venus au pouvoir, ils ont dit qu'ils allaient essayer de faire cette médiation-là, mais qu'ils voulaient changer l'institution en profondeur. Est-ce qu'ils peuvent changer cette institution en profondeur? Euh, Rien n'est impossible, hein, rien n'est impossible. Euh, je crois que, vous vous rappelez Philippe, quand on a fait l'émission sur le Niger, le coup d'État au Niger, je vous avais dit que ce coup d'État-là n'avait rien à voir avec ce qu'on a pu observer au Mali, au Burkina. Mais j'avais ajouté que les nouveaux maîtres du Niger allaient, à leur corps défendant, s'il le faut, s'adapter à la réalité sous-régionale Oui. et aux opinions publiques. Et donc, je crois que les présidents, euh, la CEDEAO n'aura pas le choix aussi de prendre en considération les opinions qui partent de la base et qui soutiennent les pays de l'AES. Ça va beaucoup jouer. Bon, Ouattara, je suis pas trop sûr parce que lui, ils sont quand même un peu particuliers, mais les autres sont obligés. Moi, je me rappelle du président euh, Talon quand les pays de l'AES ont décidé de claquer la porte de la CEDEAO. Il a clairement dit qu'on ne peut rien faire. Écoutez, il faut rappeler les gars, parce que ça peut avoir des répercussions importantes, aussi bien pour ces pays que pour la CEDEAO. Et par ricochet pour l'Union africaine aussi, parce qu'ils font partie de la grande famille africaine. Donc, la tâche est énorme, mais en même temps, il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Moi, j'ai vu le président Bassirou avec Paul Kagame, j'ai pas aimé ça parce que je sais que Kagame, c'est quand même le sous-traitant officiel d'une mondialisation sanguinaire en Afrique centrale, mais je comprends que quand on est chef d'État, on n'a pas une posture militante. Quand on est chef d'État, on est avant tout un homme d'État. Et donc, il y a des décisions, il y a des postures qu'on va adopter qui peuvent fâcher des militants, mais il faut les adopter. Donc, est-ce qu'il réussira à ramener l'AES à la CEDEAO? Ça, je n'en sais rien. Seul l'avenir nous le dira. Moi, je pense que le retour de l'AES sera conditionné aussi au changement, un certain changement structurel au niveau de la CEDEAO. Donc, on n'aura pas le choix parce que si vous faites le procès des gens qui sont arrivés au pouvoir par les armes, vous devez aussi faire le procès de ceux qui font des coups d'État, pour des civils qui font des coups d'État constitutionnels sans utiliser les armes. Ce sont ces contradictions, ce sont ces paradoxes qui ont mené aussi à cette fracture que nous observons au sein de la CEDEAO. Donc, il faut une réforme en profondeur de la CEDEAO et je crois qu'en fonction de cette réforme, peut-être que l'AES va revenir. Mais avec ce que nous observons aussi du côté de l'AES, je crains que la situation ne reste figée pour un bon bout de temps. Au Sénégal, on a assisté à un grand moment, discours politique entre Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon, alors qu'on sait que au même endroit, Sarkozy, autrefois, était venu, avait tenu des propos absolument scandaleux
disant que l'homme africain n'était pas assez rentré dans l'histoire. Au cours de son discours, Ousmane Sonko a pointé plein de faits. Je voudrais attirer ton attention sur un point qui, d'après Ousmane Sonko, pourrait être le prochain casus belli, c'est celui de l'homosexualité. Il dit que les dirigeants européens, avec la manière à laquelle ils procèdent aujourd'hui, à vouloir forcer les Africains à adhérer coûte que coûte aux valeurs qu'ils ont derrière l'homosexualité, ça pourrait vraiment devenir un gros problème. Quelle est ton analyse sur ce sujet-là et sur l'opinion d'Ousmane Sonko, quand on sait qu'en Occident aujourd'hui, bien évidemment, l'homosexualité, ce n'est plus un sujet, et qu'en Afrique, l'homosexualité reste pénalisée dans beaucoup de pays? Moi, je crois que Ousmane Sonko a raison. Les Africains ont d'autres priorités. On a vu quand Obama est arrivé là, sur le continent, au lieu de nous parler du développement, des questions de pauvreté, il nous parlait de l'homosexualité. Ça énerve, ça énerve la raison sur le continent africain. Je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'il faut que les Occidentaux se gardent d'imposer leur vue, leur façon de faire aux autres peuples du monde. On ne peut pas dire que euh, le monde envie l'Occident pour ses valeurs et en même temps vouloir imposer à ce reste du monde des valeurs qui sont rejetées, des valeurs occidentales entre guillemets, qui sont rejetées par ces gens-là. Il y a une contradiction. Et tout ça montre que cette histoire d'homosexualité va au-delà d'une question de droit des gens. Parce qu'en réalité, quand vous arrivez dans beaucoup de pays africains, on ne marginalise pas les homosexuels. C'est leur droit. En fait, on n'a pas légalisé la chose de sorte à accepter des mariages entre conjoints de même sexe. Mais les gens, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Quand vous allez aujourd'hui au Congo, vous trouvez beaucoup d'homosexuels dans les rues. Hein. On ne les marginalise pas. À la limite, à la rigueur, on peut se moquer d'eux et tout ça, mais sans plus. Mais les Occidentaux veulent l'imposer. C'est comme s'il y avait un agenda derrière un agenda politique derrière qui ne dit pas son nom. Je ne sais pas c'est quoi cet agenda, mais les Africains disent non. Et sur ce point, je suis totalement d'accord avec lui. Cela ne veut pas dire qu'on est contre les personnes homosexuelles. Les Africains ne sont pas contre. Ils ne veulent pas que ces pratiques-là soient légalisées chez eux. C'est tout. C'est toute la nuance qu'il faut faire dans cette affaire-là. Et il a totalement raison. Nous sommes des sociétés totalement différentes de la société occidentale. Et même en Occident, il y a des débats là-dessus. Il y a des courants de pensée qui ne reconnaissent pas, qui trouvent que l'homosexualité est problématique. Par exemple, est-ce que les Occidentaux vont accepter de légaliser la polygamie? Vous, en France, ici, est-ce que vous pouvez accepter ça? On va vous traiter de tous les noms d'oiseaux, on va vous regarder avec beaucoup de condescendance si vous parlez de ça. Alors qu'en Afrique, nous acceptons la polygamie. Donc moi, je crois que chaque société doit respecter, entre guillemets, les valeurs qui sont les siennes et ne pas chercher à les imposer aux autres. Et pourtant, les valeurs européennes sont dites universelles. Ah non, mais ça, c'est le côté hégémonique de la prétention. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous lisez, même sur le droit international, on vous dit que c'est le droit international universel, mais vous savez, quand on a conçu le droit international, la naissance du droit international était en elle-même hégémonique. C'est un droit qui était réservé aux populations civilisées, aux Occidentaux. Nous autres, là, les populations d'Afrique, les populations colonisées ne l'étaient pas. Je rappelle, pendant Nuremberg, le procès de Nuremberg, euh, c'était un moment, pour certains juristes occidentaux, certains universitaires occidentaux, c'était un grand moment du droit international. Mais je rappelle qu'au même moment, on était en train de soumettre certains peuples du continent africain par la colonisation. Donc, il faut faire attention à cette prétention universaliste de certaines valeurs occidentales. Elles ne sont pas universelles, ce sont des valeurs, entre guillemets, occidentales, et ça s'arrête là. Elles n'ont rien d'universel. Sonko a crevé l'abcès en disant que pendant sa détention en prison par Macky Sall, la France, et notamment ses dirigeants politiques, avaient brillé par leur silence. Et que quand le président français s'est exprimé, il a félicité son homologue sénégalais, Macky Sall, en lui disant qu'il gérait bien le pays. Et Sonko dit que c'était une incitation à la réalité, à la torture d'autres Sénégalais. Il a tenu des propos très durs, très difficiles vis-à-vis du président français, en rappelant qu'il parlait là en tant que chef d'un parti, le PASTEF, et pas comme Premier ministre, même s'il est difficile de faire la distinction, et qu'il n'a bien évidemment aucun problème à collaborer avec les autorités françaises tant que celles-ci s'en tiennent au respect des droits du Sénégal. Au début, on a pensé que le pouvoir allait adoucir, assagir Sonko et son ami Diomaye Faye. Au final, on a l'impression que, malgré le fait qu'ils soient au pouvoir, et ça, Sonko l'a dit, ils n'ont pas bougé d'un centime de leur position.
C'est un peu surprenant quand on a vu beaucoup d'opposants politiques promettre monts et merveilles et une fois qu'ils sont au pouvoir, adoucir, attendrir leur position. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt, Philippe, qu'il ne faut pas les juger très vite. Commencer à dire que ce sont des pantins, s'ils reçoivent ou s'ils tiennent de propos ici et là. Il faut regarder, analyser globalement leur approche diplomatique. C'est comme ça qu'on fait quand on étudie l'approche diplomatique d'un État ou des dirigeants. Et moi, je suis totalement d'accord avec eux. En fait, en réalité, ils ne sont pas radicaux. Ils sont tout simplement intraitables sur des questions qui concernent le respect des droits des Sénégalais. C'est tout. Parce que, vous savez, on nous a habitués à un discours de complaisance vis-à-vis des pays occidentaux ou des gens qui se montrent condescendants à l'égard du continent africain. On a tellement intériorisé ce type de discours qu'on est souvent frappé quand on se retrouve devant des gens qui tiennent des discours de rupture. Mais les Occidentaux tiennent tous les jours des discours de rupture vis-à-vis de la Russie, depuis la question ukrainienne. On entend tout et rien. Parfois, ça frise l'insulte à l'égard de Poutine qu'on traite de fou. On dit même qu'il a un problème psychiatrique, qu'il va mourir demain. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et pourquoi est-ce qu'on reproche aux Africains de tenir le même type de discours? Ils ont totalement raison. Ils sont cohérents envers eux-mêmes. Ils ont bien dit qu'ils vont traiter avec la France en autant que celle-ci respecte le Sénégal et les Sénégalais. Et c'est comme ça que tous les pays africains doivent se comporter. Vous ne respectez pas, on vous vire. Vous nous respectez, on va traiter ensemble. C'est ce que je dis toujours par rapport au continent. Il ne sert à rien de dire qu'on va rompre avec la France. Non. On va travailler avec ceux qui nous respectent. Point barre. Et la raison pour laquelle aujourd'hui nous assistons à une guerre entre l'OTAN et la Russie et par Ukraine interposée, c'est aussi ça. C'est que c'est ce manque de considération pour l'autre qui crée ce genre de situation. Et aujourd'hui, l'Occident est minorisé à travers le monde. L'Occident est minoritaire aujourd'hui. Et il est tout à fait normal que le Premier ministre Sonko tienne ce type de propos. Ce ne sont pas de propos insultants. Il l'a fait en tant que militant de PASTEF, moi je crois aussi en tant que Premier ministre, même s'il a essayé de surfer, jouer sur les mots. Mais c'est une façon de passer un message quand même aux autorités françaises pour dire ou vous nous respectez, on ne traite pas avec vous. C'est aussi simple que ça. Il est revenu plus globalement sur la question du franc CFA en disant que le but du Sénégal, c'était de se munir d'une monnaie qui lui était propre, mais que dans un premier temps, il allait travailler avec la CEDEAO pour voir s'il pouvait converger dans ce sens-là pour avoir une monnaie commune. Et il a dit que les démarches allaient dans ce sens-là. Il espère que ça va continuer dans ce sens-là. Le franc CFA. On a tout entendu sur cette monnaie. Quelle est ta position? Mais moi, ma position, je crois qu'il faut être stratégique. Comme je dis, c'est un débat qui est très passionné. Il faut quitter, il faut rompre. Souvent, on le dit quand on ne comprend pas, on n'a pas la maîtrise euh, de certains aspects qui est lié au pouvoir, à la gestion d'un pays. On ne peut pas quitter du jour au lendemain. Non, on ne fait pas partie du franc CFA, mais je le dis en tant qu'Africain, c'est sûr qu'on ne peut pas quitter du jour au lendemain. Mais il faut amorcer quand même la phase qui va permettre à ces groupes de pays-là de trouver une alternative au franc CFA. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne fais pas partie de ceux qui disent qu'il faut quitter, il faut courir. Ça ne marche pas comme ça. Je vous donne un exemple simple. J'aime donner des exemples pour que nos compatriotes du continent comprennent. Regardez la Chine aujourd'hui. La Chine est en train de se débarrasser de ses réserves de dollars. Elle est en train de traiter avec les autres États dans sa monnaie. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la Chine ne dit pas aujourd'hui qu'elle est une très grande puissance économique? Pourquoi elle ne dit pas je me débarrasse de tout, c'est fini? Parce que ça ne marche pas comme ça. Il faut une transition. Il faut créer les conditions d'un changement qui soit viable pour son pays, pour les intérêts de son pays. Et je pense que l'approche d'Ousmane Sonko est une approche qui est réfléchie tout simplement. Maintenant, est-ce qu'il va réussir à convaincre les membres de la CEDEAO dans ce sens-là? Je n'en sais rien. Mais il faut encourager ce type de changement, cette transition qui va mener peut-être à la mise en place d'une monnaie essentiellement africaine qui réponde aux intérêts des pays de la région, de la CEDEAO. Autre actualité, Bénin, Niger. On a vu une passe d'armes entre le président Talon et le Premier ministre nigérien sur aujourd'hui... alors, on sait tous qu'il y a un pipe
line entre les deux pays qui permet au Niger d'aboutir sur la mer. D'ailleurs, c'est le plus grand pipe africain. On est Ouais. sur 2000 kilomètres. Et pour ce pipe-là, aujourd'hui, on a vu le Bénin menacé de le fermer, ou du moins de ne pas donner accès aux bateaux. Ils l'ont fait, je crois, à un moment, et puis ils Oui. ont. Ouais. Et là, ils ont fait une ouverture exceptionnelle, donc ce Oui. n'est pas encore réglé. En disant que tant que la frontière avec le Niger est fermée, ultimatum, on ne vous donne plus accès parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit en froid, mais que vous continuez d'exploiter le pétrole. Ce à quoi le Niger répond en disant qu'il y a des camps d'entraînement dans lesquels des terroristes seraient entraînés au Bénin avec pour but de déstabiliser le Niger, lesquels terroristes seraient formés par l'armée française. Accusation donc gravissime des autorités nigériennes vis-à-vis du Niger, vis-à-vis de la France et vis-à-vis du Bénin. On est là au stade des accusations, même si des localités précises ont été données, on n'a pas eu de preuves. Qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Et moi, je crois que c'est juste la continuité du bras de fer qu'on a observé quand l'embargo a été imposé au Niger par la CEDEAO et que le Bénin a embrayé aussi. Le Bénin était d'ailleurs parmi les va-t-en-guerre de l'époque contre le Niger. C'est que les autorités nigériennes n'ont pas accepté. Maintenant, il faut aussi comprendre que, oui, la CEDEAO a changé d'avis, mais la ruse fait partie de la diplomatie. Donc, on peut avancer toutes les raisons du monde pour maintenir une position donnée. Maintenant, est-ce qu'il y a des preuves sur l'implication du Bénin dans la préparation d'un putsch au Niger? Moi, je n'en ai pas et les autorités nigériennes ne les ont pas présentées. Moi, j'aimerais bien voir ces preuves. Aujourd'hui, tout peut être révélé. S'il y a des camps d'entraînement au Bénin, ben, moi, j'ai cru comprendre que les Russes étaient de passage au Niger. Oui, au Niger, ils peuvent produire des images satellites pour qu'on les voit. C'est quelle unité? C'est la DGSE, c'est une opération clandestine. Je rappelle quand même que si la DGSE française veut mener des opérations subversives contre le Niger, on n'a pas besoin d'avoir une frontière nécessairement ouverte. Les opérations clandestines, elles sont faites pour être clandestines, c'est-à-dire qu'ils vont passer par des voies, par des canaux peut-être insoupçonnés. Donc, avec même une frontière fermée, on peut mener un coup d'État ou une opération subversive contre un pays. Donc, ça, c'est clair. Donc, moi, j'aimerais bien voir cette preuve-là. Mais je crois que le Niger, en fonction de tout ce qui s'est passé, il y a un ressentiment à l'égard du Bénin que les autorités veulent faire savoir et ils utilisent toutes sortes de subterfuges, y compris l'argument d'une tentative de déstabilisation pour maintenir la frontière fermée. Et cela, ça apprendra aussi à des pays comme le Bénin à ne pas jouer avec le feu. Parce que la posture qui a été celle de la CEDEAO en général et du Bénin en particulier, elle était très mauvaise. Elle a coûté quand même très cher aux populations de la région, y compris la population du Niger. Mais pourquoi cette fermeté, particulièrement par rapport au Bénin et pas au Nigeria, qui lui avait carrément coupé l'électricité dans le Ben parce pays? que c'est pas le même niveau de rapport de force. Je pense que le Niger ne va pas s'aventurer à défier le Nigeria. Ce sera catastrophique pour lui. Par contre, le Bénin, oui. Parce que, et puis, c'est des réalités différentes. Le Nigeria, c'est la partie anglophone. C'est une autre façon de voir et de faire les choses, même s'ils font tous partie de la CEDEAO. Et le Bénin, c'est différent. Je pense que le niveau de proximité, même s'il y a des populations de part et d'autre de la frontière du côté du Nigeria, mais c'est aussi la même chose du côté du Bénin. Et je crois que les autorités nigériennes vont utiliser ce levier-là pour faire payer au Bénin ce qu'ils n'ont pas pu faire payer aux autres pays de la région. Ça fait partie de la diplomatie. Vous savez, en diplomatie, on peut inventer une histoire pour faire passer un message ou pour adopter une posture donnée. Après, moi, j'attends qu'on nous présente les preuves de la présence de l'armée ou des mercenaires qui sont formés par les Français pour déstabiliser le Niger. Moi, j'aimerais bien voir ces preuves-là. Je ne dis pas que les autorités nigériennes mentent, mais j'aimerais au moins voir la preuve ou les preuves par rapport à cette affaire. L'autre sujet que je veux que l'on puisse parcourir rapidement, c'est l'élection au Tchad. On a eu le président maintenant, parce que pour le coup, il n'est plus président de la transition, il est devenu président de la République, Monsieur Déby, Ouais. qui succède à son père. On a là une succession dynastique. On croyait que c'était finalement dans le passé. On se retrouve avec ce genre de scénario encore en Afrique. Mais au-delà de ça, c'est une élection qui a été rapidement validée par les États-Unis et la France, et pourtant l'opposition crie au scandale. Il y a eu beaucoup apparemment, moi, on m'a fait parvenir des images assez difficiles, insoutenables, de personnes qui ont perdu la vie pendant ce processus électoral-là.
c'est une élection qui n'a pas été, qui n'a pas eu d'observateurs internationaux. Personne n'est venu vérifier l'élection. Et pourtant, il y a eu un adoubement très rapide des résultats qui eux-mêmes étaient contestés par l'opposant Succès Masra. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette élection-là? Mais les deux poids, deux mesures de l'Occident. On fait la leçon. C'est la raison pour laquelle j'ai dit qu'il ne faut pas se fier au discours sur la démocratie. Ils ne valent rien du tout. Et on vient de le voir. Mais oui, parce que quand on parle de démocratie à géométrie variable, il y a un problème. Là, on vient de voir, je ne sais pas si je pourrais parler de fraude, mais la situation était quand même assez critique au Tchad en fonction de ce que nous avons pu observer et lu ici et là. Donc, je crois qu'il y a un gros problème et l'Occident devrait se garder de faire la leçon aux gens sur les questions de démocratie. Maintenant, ça, c'est le volet qui concerne l'Occident. Quand on revient aux Africains, que faisons-nous nous-mêmes sur le continent africain? Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous sommes les premiers responsables parfois des choses qui nous arrivent. Mettez-vous à la place des gens au Tchad qui sont frustrés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils sont capables aussi d'aller trouver ou chercher des moyens pour venir peut-être mener des opérations contre leur propre pays. Et nous risquons de nous retrouver dans un cycle de violence qui ne dit pas son nom et qui ne va peut-être pas, qui va s'éterniser. Et c'est le problème de la plupart de nos pays sur le continent africain. Donc, à un moment donné, moi, je pense qu'il faut que les Africains deviennent responsables aussi. Et ce qui n'est pas le cas, malheureusement. Parce qu'aujourd'hui, les pays d'Afrique centrale, on dit quoi? On cautionne. Les autres pays du continent, on dit quoi? Rien. On félicite le monsieur. Mais pendant qu'on félicite le monsieur, il y a une forme de frustration dans le même pays qui va naître, qui est là, et qui risque de se propager avec des conséquences insoupçonnées. Et on voit la même chose au Burkina, on voit la même chose au Mali, on voit la même chose dans la plupart des pays. Et parfois, et c'est là où j'ai aussi, et là c'est quand même un message que je vais adresser à la plupart de nos amis militants. Oui, on peut s'opposer aux politiques de l'Occident sur le continent, mais nous ne devons pas fermer les yeux sur les dérives de nos propres frères qui sont au pouvoir. Parce que ça nous coûte beaucoup plus cher que l'implication de l'Occident qui, lui, profite en fait de nos insuffisances, de notre manque de sérieux pour avancer ses propres cartes en fonction de ses propres intérêts. Et nous devons être capables de faire ce travail d'introspection, sinon ça ne changera pas. Je vous donne un exemple de la RDC. Aujourd'hui, il y a eu des élections et tout ce qu'il y a eu dans un désordre total, il y a des frustrations. Mais qu'est-ce qu'a-t-on vu? L'ancien président de la Commission nationale électorale devenir chef rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a des frustrations, parce que les gens n'acceptent pas. Et moi, je sais de source sûre qu'il y a des personnes qui le soutiennent, même en privé, même secrètement. Pourquoi? Parce qu'on crée les conditions de notre propre déstabilisation. Le dire ne veut pas dire qu'aussi on ait accepté tout ce que l'Occident fait chez nous, mais c'est d'être capable, tout en critiquant les politiques impérialistes ou impériales de l'Occident, d'être capable de se regarder, de faire une introspection personnelle par rapport à ce qui se passe chez nous, par rapport à notre propre responsabilité, à ce qui nous arrive. Parce que je peux vous dire, Philippe, on peut le retenir la date d'aujourd'hui, si la situation que nous observons au Burkina, au Mali, au Niger, au Gabon, en RDC, au Tchad, si cette situation ne change pas, nous aurons des problèmes dans tous ces pays. Et nous allons revenir ici, encore une fois, pour parler de ces problèmes-là. Non pas parce que l'Occident ne porterait pas de responsabilité, mais parce que nous aurions nous-mêmes, en tant qu'Africains, créé les conditions de notre propre déstabilisation interne. Merci beaucoup, Patrick, Au plaisir, Philippe. pour cette autre intervention.